Dans le monde de l'automobile, continuer pendant des décennies avec un seul modèle n'est pas une mince affaire. Cela signifie que le public a beaucoup apprécié le projet de base et continue de le faire au fil du temps. Et c'est ce qui a été fait. Avec cette Astra, cette dernière génération est évidemment présentée par pas beaucoup de monde, mais aujourd'hui nous allons essayer de comprendre comment elle se comporte sur la route et si toutes les modifications apportées, pratiquement reparties de zéro, tant au niveau de la plateforme que de l'esthétique et de l'espace, l'ont rendu meilleur qu'avant. Tout cela après le générique. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de laisser un like pour cette vidéo pour ceux qui nous aident à grandir sur YouTube et à apporter des contenus toujours meilleurs. Mais je vous demande également d'aller voir directement sur le site pour comprendre quel est le niveau de prix de cette voiture et comment se compose la gamme. Il existe plusieurs motorisations, de l'essence au diesel, en passant par le plug-in, donc il y a de nombreuses possibilités pour s'adapter à ceux qui cherchent une voiture pour faire peu de kilomètres ou pour en faire beaucoup chaque année, ou peut-être pour ceux qui ont la possibilité de recharger la batterie de cette voiture dans leur propre garage à domicile. Allez voir directement sur l'inclinaison à droite ou ci-dessous dans la description la liste complète pour voir également les offres disponibles sur notre site. Commençons tout d'abord par l'esthétique de cette voiture qui, comme vous le savez, a été complètement transformée par rapport à la génération précédente, en commençant par la partie mécanique, mais aussi par la partie esthétique. Cet exemplaire est vraiment tout noir car il a été configuré avec tous les détails, y compris le logo du nom, sur le haillon arrière en noir avec un fond noir donné par la couleur de la carrosserie et quelques détails rouges présents sur les roues. Peut-être que personnellement, toute cette coloration noire est un peu trop, mais je dois dire que sur la route, l'effet n'est pas mal du tout. Surtout en considérant qu'à l'arrière, nous avons également un détail particulièrement sportif grâce à la présence de la troisième lumière dans la partie supérieure, petite et fine. Une particularité de ce modèle et de tous les modèles Opel les plus récents est la calandre qui est fermée, carénée, appelée Opel Visor et qui relie les deux phares latéraux qui sont full LED. Comme je vous le disais, l'intérieur change également avec un habitacle totalement redessiné et beaucoup plus technologique par rapport à l'Astra précédente que nous avons eu l'occasion de tester ces derniers jours de manière un peu plus approfondie. Aussi parce que, comme vous le savez, ou plutôt ceux qui nous suivent depuis longtemps sur la chaîne YouTube le savent, nous avons déjà testé cette voiture lors d'une avant-première internationale. Maintenant, nous nous consacrons surtout à un approfondissement de ce que nous connaissons déjà, donc nous voyons certainement une qualité qui devrait être améliorée car cette voiture a 4300 km, donc elle est encore neuve selon les standards d'une voiture achetée par un client qui veut la garder quelques années. En somme, 4300 km, c'est vraiment peu, mais dans l'intervalle international, les voitures étaient encore plus neuves. Donc nous voyons déjà ici que certains plastiques commencent à montrer des signes du temps qui est pourtant court. Et donc je me demande si l'habitacle pourra effectivement tenir des dizaines de milliers de kilomètres dans les mêmes conditions qu'actuellement, car nous avons déjà les premiers signes d'usure principalement dans la partie centrale, cette partie en caoutchouc qui est aussi intelligente pour pouvoir poser le téléphone, car étant en caoutchouc, le fond ne glisse pas trop une fois que nous sommes en marche, mais malheureusement, il montre déjà quelques signes d'usure. La même chose peut être dite pour le panneau de porte qui n'est pas en parfait état, déjà avec un plastique rigide qui n'est pas beau, et nous parlons d'une voiture à 38 000 € dans cette configuration GS Line avec cette motorisation, donc côté qualité, on aurait pu faire beaucoup mieux, surtout que l'ancienne n'était pas du tout mauvaise de ce point de vue, peut-être plus simple sur de nombreux aspects, mais néanmoins très bien faite à mon avis. Partie technologique, instrumentation totalement numérique devant moi, il est possible de visualiser certaines informations, même si on ne peut pas configurer beaucoup en réalité. Le système d'infodivertissement est beaucoup plus configurable, précis, rapide, même sur les touches physiques. Il me permet de naviguer, vous voyez, entre les différents menus de manière facile, avec une interface graphique qui se déplace de manière fluide, ce qui augmente la perception de la grande technologie d'une voiture, plus récente, plus moderne. Et puis, nous avons ici en dessous, encore, intelligent, un petit insert en caoutchouc qui me permet de poser la main et d'utiliser l'écran sans que la main ne glisse. Nous avons encore ici les commandes physiques du climatiseur, donc idéal pour les utiliser en conduisant. Et puis en dessous, une petite surprise que nous verrons dans un instant. Ensuite, la console centrale, comme vous pouvez le voir, regroupe les commandes principales, celles de la boîte automatique, des modes de conduite et du frein à main. Mais je peux aussi l'ouvrir et révéler un espace supplémentaire avec deux prises USB pour ranger encore quelque chose, deux porte-gobelets et en plus d'un autre petit espace ici, nous avons un autre compartiment en dessous, pas très profond, mais suffisant pour y mettre encore quelque chose. La voiture, par rapport à la génération précédente, est plus longue de 1300 cm en ce qui concerne l'empattement. Personnellement, je ne trouve pas honnêtement 1300 cm de plus d'espace ici, mais l'espace est plus que suffisant pour accueillir 4 passagers assez confortablement, même à l'arrière où les centimètres pour les genoux ne sont pas records, mais je le répète, sont plus que bons. Et puis pour la tête, on est quand même
assez à l'aise. Le coffre offre également un bon espace, permettant notamment de ranger facilement les câbles de recharge. C'est une voiture hybride plug-in, donc elle dispose des câbles de recharge, à utiliser peut-être lorsque vous êtes hors de chez vous. À ce stade, il ne me reste plus qu'à passer à ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé sur cette Opel Astra. Pour commander la climatisation, il n'est pas nécessaire de manipuler le système d'infodivertissement. Il y a les bons vieux boutons physiques, toujours l'idéal, en marche. Pour mettre les lunettes, par exemple, il n'y a plus le compartiment au-dessus, mais on passe directement en dessous. Cela peut être utile justement pour les lunettes ou peut-être pour d'autres petits objets. Chez Opel, ils se sont clairement laissés emporter par le noir brillant. On le trouve ici et aussi, là dans la partie centrale. Surtout, il se salit rapidement, il prend la poussière rapidement et il faudra donc nécessairement se munir d'un chiffon pour le garder un peu plus propre. Mais c'est une lutte perdue. D'une finition de base à une version haut de gamme, il n'y a pas beaucoup de différence en termes de qualité dans l'habitacle. Ce qui est dommage car le prix, lui, augmente. Les caméras à 360 degrés sont utiles, mais encore plus utile est le fait que lors des manœuvres, la voiture change automatiquement la perspective de la caméra afin de vous faire comprendre à quel point vous êtes proche ou éloigné d'un éventuel obstacle, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Le système de freinage gère très mal l'union entre le freinage régénératif et le système de freinage classique, donc dans les derniers mètres. Il est difficile de freiner avec calme et délicatesse. Nous voici donc au volant de l'Opel Astra hybride, motorisation, hybride rechargeable, avec une capacité de batterie de 12,4 kWh et une puissance maximale de 180 CV. Celle-ci est la moins puissante des deux dans la gamme. Allez voir, sur le site, vous trouverez la GSE, qui est la version la plus sportive, 225 CV dans ce cas, 180 dans celui-ci. Dans ce cas, 180 points suffisent amplement pour répondre aux besoins, selon moi, de la majorité des gens. Je mets les gaz à 100%. Le système hybride répond de manière assez vigoureuse. Le moteur thermique, s'il est déjà allumé, parvient tout de même, immédiatement, pratiquement de manière instantanée, à propulser la voiture en avant. Lorsqu'il est éteint, il nécessite quelques fractions de secondes supplémentaires, ce qui est normal pour les voitures. Avec cette motorisation, il est certain que le système PSA, maintenant Stellantis, hybride rechargeable, monté justement sur des voitures hybrides rechargeables, disons qu'il ne rend pas l'expérience d'utilisation totalement fluide lorsqu'il faut augmenter un peu le rythme. Quand on veut augmenter un peu le rythme, cela parce qu'il entraîne quelques redémarrages de trop, quelques transitions entre électrique, hybride et thermique allumé, pas vraiment fluide en somme. Ce n'est pas une expérience de conduite parfaite. Dans l'ensemble, on ne peut pas dire que lorsque le moteur thermique et le moteur électrique sont en action, ils ne parviennent pas à garantir des performances, car en réalité, les performances sont bien présentes. Il y a d'ailleurs des distances très intéressantes avec une seule charge, car nous pouvons facilement dépasser les 50 km d'autonomie électrique, ce qui permet de l'utiliser uniquement en mode électrique dans la plupart des cas, par exemple pour les trajets classiques domicile-travail ou même pour des voyages plus longs, tout en réduisant en moyenne la consommation de carburant. En termes de kilomètres, avec une seule charge, on peut parcourir plus de 50 km, donc le trajet classique domicile-travail devrait être couvert à 100% en mode tout électrique, donc avec une consommation nulle, et même lorsque l'on dépasse cette limite, le moteur thermique n'est pas très gourmand, en faisant la moyenne entre les 50 km en électrique et la partie éventuellement excédentaire. À l'essence, on peut obtenir des moyennes très intéressantes. Parlons donc maintenant de la consommation de carburant avec la voiture à batterie déchargée. Personnellement, je l'ai utilisée uniquement avec la batterie déchargée ou presque, dans le sens où, une fois déchargée, je ne me suis plus préoccupé de la recharger, n'ayant pas encore de wallbox à la maison. Cependant, je peux déjà vous dire quelles sont les consommations que l'on peut obtenir dans ce cas. Et ils sont décidément intéressants parce que je vous rappelle, 180 CV de puissance maximale, 12 km avec 1 litre de carburant, 13 km en ville sont apportés, donc un résultat tout à fait en ligne avec ce qu'est peut-être un 2000 turbodiesel de même catégorie et de même puissance. Et puis en dehors du cadre urbain, nous sommes quand même au-delà de 20 km avec 1 litre. Nous sommes à 21-22 km avec 1 litre. Donc ici aussi, un bon résultat. Mais surtout sur l'autoroute, nous sommes à 16,5 km avec 1 litre de carburant. Ce qui ici aussi rend la voiture non pas comparable à un diesel. Parce que maintenant, les 2000 turbodiesel, surtout avec des puissances et peut-être jusqu'à 150 chevaux. Même un peu moins. Je pense par exemple à la Mercedes classe A avec 115 chevaux que nous avons testé récemment. Dans ce cas, un moteur évidemment plus efficace que performant. Nous l'avons également dit dans la critique, mais il parvient à rester tranquillement à 20 km avec 1 litre.
Voilà, une voiture de 150 chevaux pourra faire environ 18 km avec 1 litre, 17 km avec 1 litre. Ici, nous sommes à 16,5 km avec 180 chevaux. Je dirais que nous sommes plus ou moins sur les distances d'un diesel, donc un bon travail du point de vue de l'efficacité de ce moteur. En ce qui concerne l'autoroute de notre circuit d'essai, je vais aussi vous raconter comment cela se passe dans ce domaine. Pour les longs trajets, il n'y a pas de problème. C'est une voiture polyvalente comme le sont désormais toutes les voitures du segment C. Très bon niveau de confort, isolation acoustique bonne, mais pas excellente. De ce point de vue, par exemple, la Peugeot 308, bien qu'elle soit construite sur la même plateforme que cette Opel Astra, parvient à faire un peu mieux. Mais pour le reste, rien de transcendantal, il est tout de même possible de voyager avec cette voiture sans aucun problème. Je vous parle aussi des systèmes ADAS à notre disposition. Il y a clairement, si on le souhaite, le maintien actif de la voie qui n'est pas présent sur ce véhicule mais qui est disponible si on le souhaite. Il y a le régulateur de vitesse adaptatif que nous avons également à notre disposition. Donc, je peux simplement régler ma vitesse via l'affichage tête haute devant moi. Je peux voir la vitesse instantanée maintenue en ce moment avec les limites de vitesse correspondantes sur la route. Ainsi, je suis tranquille de pouvoir voyager, peut-être même sur de longues distances, sans me fatiguer trop et sans avoir à penser à ralentir ou à suivre le trafic de quelque manière que ce soit. Le système de bord s'occupe de tout. Sur le tunnel central, nous avons ensuite 2 boutons, l'un pour le mode B, donc nous avons le frein moteur. Renforcé pour ce qui concerne le freinage régénératif, très petit, vraiment difficile à trouver dans des situations comme une descente inattendue, peut-être parce que c'est un trajet que vous ne faites pas souvent. Peut-être que vous voudriez un freinage régénératif plus important, vous devez quand même le chercher avec le doigt, bien voir que vous avez trouvé le bon point. Donc voilà, cela devrait certainement être amélioré sur toutes les Stellantis qui en sont équipées. Et puis il y a le sélecteur des modes de conduite. Je peux passer de hybride à sport à ce moment-là. Le moteur thermique s'allume, reste toujours allumé, recharge continuellement. La batterie, et une fois que j'appuie sur l'accélérateur, la réponse de la boîte de vitesse automatique est beaucoup plus rapide, évidemment. Nous avons donc tout ce qu'il faut pour vraiment augmenter un peu le rythme, non seulement du point de vue du groupe motopropulseur, mais aussi du point de vue du châssis qui, par rapport à la Peugeot 308, qui est justement basée sur la même plateforme mécanique que cette Astra, eh bien, est beaucoup plus amusant. Ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps savent que nous avons déjà essayé cette voiture. Je l'ai testée lors d'un essai en avant-première. J'ai également essayé la version essence, la version diesel, pour vous montrer toutes les différences. Allez voir directement sur le lien à droite ou ci-dessous dans la description. Et cette version hybride rechargeable ne m'avait pas particulièrement impressionné. Pour moi, l'essence reste néanmoins la voiture, la version Astra, la plus amusante à conduire et à ne pas écarter absolument car elle a d'excellents niveaux de consommation qui sont bas pour un 1.2 turbo-essence de 130 chevaux. Nous parlons d'une voiture plus légère qui est également plus à l'aise dans les virages. Cependant, je dois dire que cette voiture à grande vitesse a été vraiment rapide. De plus, en marche, on ressent ce comportement dynamique que l'on attend d'une voiture estampillée Opel, car ils ont toujours misé un peu plus sur la sportivité, sur un aspect plus jeune, tant au niveau esthétique que sur le comportement dynamique, plus sportif. Et effectivement, ici, j'ai trouvé un comportement différent par rapport à la 308. C'est un atout qui se distingue particulièrement sur les parcours, avec de grandes courbes autoroutières rapides, car dans ce cas, il devient bien tonique et la direction gagne également en précision et en directivité. En revanche, dans les virages serrés sur un parcours étroit et sinueux, il devient un peu plus maladroit. Personnellement, je ne l'ai pas autant apprécié. Dans ce contexte, lorsque j'ai emprunté des routes plus rapides avec de grandes courbes rapides, même à des vitesses soutenues, la voiture est toujours restée très précise et très stable. Donc ici aussi, un réglage plus adapté aux autoroutes rapides qu'à des routes de montagnes sinueuses, disons-le ainsi. En dehors de cela, je vous donne toutes les caractéristiques les plus extrêmes de la voiture pour vous faire comprendre son âme, mais en réalité, dans l'utilisation pratique quotidienne, elle s'avère être une voiture classique du segment C qui convient également pour avoir beaucoup d'espace intérieur et se comporte bien dans tous les domaines. Honnêtement, il est difficile de trouver une voiture de cette catégorie qui ne soit pas bonne et qui ait des défauts macroscopiques. Elles sont toutes produites et surtout ingénierisées en se regardant les unes les autres, donc elles se suivent plus ou moins bien les unes les autres. Par conséquent, tout bien considéré, il n'y a pas grand-chose d'autre à signaler. Allons voir de ce côté la redoutable micro-ronde de notre test pour voir l'agilité de la voiture. Regardez avec quelle facilité je parviens à faire un demi-tour et à me déplacer dans des espaces restreints. En conséquence, l'agilité des voitures PSA, ex-PSA, maintenant Stellantis,
basée sur cette plateforme est vraiment incroyable. Arrivés à ce point, il ne me reste plus qu'à vous inviter à me faire part de vos avis dans les commentaires et surtout à me dire ce que vous pensez de l'habitacle de cette Opel Astra qui, en tout cas, porte avec elle toutes les caractéristiques typiques des voitures basées sur cette plateforme, le MP2, qui a déjà prouvé être plus que valable pour de nombreuses applications différentes. Elle coûte environ 38 000 € avec cette configuration, si je ne me trompe pas. Allez vérifier sur le site pour confirmation, mais nous sommes dans la zone des 40 000 € avec cet équipement et cette motorisation. Quant à l'habitacle, les plastiques sont effectivement un peu trop économiques au toucher. En ce qui concerne les assemblages, certains points devraient absolument être revus. Par exemple, j'entends des grincements venant de sous le siège dans certaines situations. En somme, c'est une voiture qui est encore neuve puisqu'elle a 4300 km, donc une attention supplémentaire n'aurait certainement pas fait de mal. Nous nous retrouvons la prochaine fois toujours sur C'était le Chemis. N'oubliez pas de me faire part de vos avis dans les commentaires. À la prochaine, salut!